Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Thomas. Comment vas-tu? Écoute, Nicolas Loïc, ça va très très bien. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était sur un épisode un peu plus léger. Là, aujourd'hui, on va retourner dans la technique. Oui, absolument. On tombe quelque chose du lourd. On fait du lourd. On va parler du HSM, qui est une technologie qui est quand même assez fondamentale à bien des égards. Et puisqu'on est dans un monde numérique et toute la confiance numérique, la chaîne de confiance qu'on établit, s'appuie essentiellement sur la technologie de PKI et qui elle-même s'appuie pour aller bâtir sa chaîne de confiance sur notamment un HSM. Je vais te laisser commencer parce que j'ai gâché quelques acronymes de définir le vocabulaire parce que je suis pas sûr que toujours le monde maîtrise ces différents termes-là et la portée de chacun de ceux-ci. Je vais te laisser commencer avec ça. Non, clairement. En fait, c'est un monde qui est vraiment fait d'acronymes. Hein. Quand on parle de PKI, donc d'infrastructure à clé publique, on va parler de certificats, donc de paires de clés avec une clé publique qui va nous permettre de faire des opérations de crypto et une clé privée qu'on va devoir bien manipuler et sécuriser, qui va nous permettre de signer, entre autres, mais qui va nous permettre de faire des tas d'autres choses. En termes d'acronymes, on peut descendre un peu plus loin. Donc, quand on émet des certificats, on a besoin d'un CMS, d'un Certificate Manager Server. C'est là qu'on va avoir toutes les informations nécessaires au cycle de vie du certificat. C'est là qu'on va pouvoir recenser quand est-ce qu'il expire, quand est-ce qu'il doit être renouvelé. Et puis, quand on est dans des grandes organisations, on essaye d'avoir des informations sur qui est le owner, donc qui le possède, qui va devoir faire des actions techniques derrière. Si on continue dans les acronymes, parce qu'on est quand même, on en est qu'au début, on peut parler aussi de KMS, donc Key Manager Server. Là, on entre dans un domaine où on va être plus dans ce qu'on appelle un gestionnaire d'actifs cryptographiques, où on va pouvoir mettre à l'intérieur de ce KMS différentes clés, ces clés qui vont être mises à disposition d'applicatifs et qui vont permettre au niveau de ces applications de faire des opérations de cryptographie et donc de sécuriser des transactions ou des chaînes de confiance. Et puis, quand on descend encore un peu plus bas, ces deux technologies, ces certificats, ces KMS, ils sont protégés par des HSM, protégés au sens logique de la chose, c'est-à-dire qu'ils ont des accès PKCS 11 sur ces équipements. Donc un HSM, je pense qu'on n'est pas très très nombreux à en avoir déjà croisé. Hein. Je pense, Nicolas Loïc, tu fais partie de ces chanceux là. Ouais, des rares chanceux qui ont réussi à approcher ces technologies sans me brûler les mains. Là. C'est ça, parce que clairement, en fait, on n'achète pas un HSM comme on va acheter une table de salon, etc. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour acheter son HSM. Et généralement, quand on est sur des processus robustes, on va avoir besoin d'avoir une firme de HSM. Moi, j'ai eu la chance en fait d'être dans ce milieu depuis près de 15 ans. À l'époque où les HSM, il y en avait surtout dans les banques, il y en avait dans les administrations, hein, dans les gouvernements au niveau de la défense, etc. Et puis chaque application qui avait un nouveau besoin achetait sa firme de HSM. Alors ça arrivait avec ses contraintes budgétaires, hein, on parle d'une enveloppe de plusieurs centaines de milliers de dollars quand on achète ces HSM, mais ça avait aussi un autre problème, c'est qu'il fallait les opérer. Ces HSM, grosso modo, ils sont de plusieurs types. On a des HSM qui vont pouvoir permettre de stocker des identités, des certificats, des routes CA, des choses qui doivent être légitimées, mais aussi, pourquoi pas, des clés de monétique. Quand on est sur des clés monétiques, là, on hérite de toutes les normes bancaires où, par exemple, certaines normes impliquent que le HSM soit sensible au tilt. Et oui, il n'y a pas que les flippers qui sont sensibles au tilt. Le HSM ne peut pas être déplacé comme ça sans avoir un système de verrouillage. Je sais pas, Nicolas Luc, là, si t'en as déjà croisé, mais c'est quand même une firme très particulière. J'ai pas ce modèle-là spécifiquement. J'ai eu des clés USB que c'est chiffré, que si on échappe, donc si on la brasse un peu trop, elle zappe le contenu au complet. Donc oui, j'ai pas, dans le cas d'un HSM, non, j'ai pas eu ça, mais dans un cas autre où que la crypto est très importante et justement assure qu'il y a personne qui peut les jouer dans le casing, d'aller tricher la machine. Oui, j'ai vu d'autres éléments comme ça. Et c'est très vexant parce que quand on a une clé USB puis on la bardasse un peu trop, d'en perdre le contenu, ça fait très difficile. Et aussi, les HSM, de ce côté-là, le fait de le tilter puis de perdre ou de verrouiller le contenu peut devenir très problématique aussi. Là.
C'est ça, hein, au-delà des aspects opérationnels où il faut passer physiquement sur la machine pour enlever le tilt. Une chose que j'ai vécue moi dans ma carrière au tout début, des mécanismes qui se tiltent, qui sont placés devant la porte du data center où il y a beaucoup de passages, et chaque matin un nouveau serveur rentre dans la salle du data center, pouf, tilte la moitié de la baie, et il faut passer dessus tous les jours pour le remettre en route. Donc on comprend que il y a des contraintes opérationnelles qu'on n'a pas avec d'autres équipements, mais qu'il faut quand même respecter parce que sinon ça peut vite coûter cher à l'entreprise. Donc pour le coup, faisons bien attention à ce qu'on veut protéger. Un HSM, on l'achète, on paye un prix, mais il faut aussi avoir des processus adaptés dessus. Donc, on a parlé tout à l'heure de comment connecter des clients. Ça se passe avec du PKCS 11, ça peut se passer avec des connexions sécurisées, mais surtout, ça se manipule avec des processus. Aujourd'hui, on est peu aussi à avoir entendu parler de key ceremony. On imagine tout le monde avec sa toge et puis sa remise de diplôme. Ben, c'est un peu ça. Finalement, on n'a pas le costume, mais finalement, on est là, on est réunis, ce qu'on appelle un quorum, donc un certain nombre de personnes qui vont avoir une part du secret, parce que l'intérêt d'avoir ce type d'équipement, c'est qu'une personne ne puisse pas opérer toute seule les secrets qui sont à l'intérieur, qui vont tous avoir une part de secret et qui vont être là pour dire oui, j'étais là, oui, j'ai récupéré cette part de secret, oui, la clé a tel et tel attribut, on va signer un PV à la fin pour dire ok, j'étais bien présent, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Et l'intérêt, c'est que toutes les opérations qui vont être faites après, on viendra quel type d'opération, je pense un peu plus tard dans la discussion, eh ben on va vérifier que le hash de cette clé est conforme, que ces secrets ont été manipulés dans des enveloppes sécurisées, que personne d'autre n'a eu accès aux secrets. On va avoir tout un cérémonial qui va être mis en place pour interagir avec les secrets qui sont à l'intérieur d'un HSM. D'où l'intérêt d'avoir une bonne traçabilité et de pouvoir dire ok, et des contraintes opérationnelles aussi. Hein, je pense qu'on y viendra aussi, mais une bonne traçabilité en cas d'audit, de pouvoir produire. Ma clé est intègre, elle n'a pas été altérée, elle a été manipulée de telle façon, elle a signé, elle a été utilisée pour tant d'opérations cryptographiques. Il y a tout un tracé qui doit être fait. Je sais pas aussi, c'est pareil, si tu as eu cette chance de faire des key cérémonies de ton côté, mais c'est quand même quelque chose de particulier. Non, un de mes amis l'a fait parce que lui, il travaillait pour un cabinet comptable à l'époque et de son rôle dans ce cabinet-là, ben justement, il était interpellé pour participer à une cérémonie comme ça, dans laquelle il m'a relaté dans les moindres détails, un peu comme tu mentionnais là, justement, tous ces éléments-là. Mais c'est important de rappeler que cette cérémonie, puis là, c'était parce que lui, il agissait comme tiers pour vérifier, pour corroborer que la cérémonie a été faite correctement. Puis c'est important de rappeler ça parce que on revient toujours à la chaîne de confiance. Ça, c'est le certificat initial, l'équipement initial qui démarre la chaîne de confiance et le HSM dans des cas les plus robustes. Tu mentionnais notamment les banques. On le retrouve, les administrations publiques aussi vont le faire. Je sais que le gouvernement du Québec en a de ces équipements-là en cours dans certaines de ces endroits. Donc, c'est très important et justement, ben, on vient prouver par un processus d'initiation de ça. Et j'aime bien le mot cérémonie des clés parce que ça fait très grandiose comme chose. Quand dans le fait, c'est quand même assez plate, là, la dite cérémonie. On fume pas le cigare, on lance pas les mortiers. On est vraiment très, très procédural, là. C'est ça. Et puis les key cérémonies en fait réunissent plusieurs types de personnes. Hein. On a souvent un opérateur qui va être là pour lancer les commandes et qui va afficher aussi des commandes qui vont permettre de vérifier l'intégrité du matériel. Et puis on va avoir des porteurs de clés, donc ces fameuses personnes qui font partie du quorum et qui vont être là pour soit initier un équipement, soit initier une AC, une autorité de certification, soit initier un secret. Et puis, il va y avoir des témoins en fonction de la criticité de la chose qu'on démarre. On s'entend que, par exemple, un groupe comme DigiCert ou peu importe un fournisseur d'accès doit pouvoir prouver
que son AC root qui va pas foncièrement faire des signatures, mais qui va initialiser toutes les AC intermédiaires, eh ben elle a été créée comme il faut, elle n'a pas été altérée. Et bien souvent, en fait, cette AC root, elle est positionnée au-dessus d'AC opérationnels qui elles sont accessibles. Et cette AC root, elle est même offline. Elle est conservée quand on prend des banques, par exemple, elles sont conservées dans des coffres forts et puis splittées dans deux parts égales, dans deux sites différents, parce que si on perd cette identité-là, eh bien, on va perdre toute notre identité interne. Bien souvent, les AC internes qui vont être mises à disposition, là on parlait d'AC externes avec DigiCert, mais généralement les grands groupes, pour éviter d'acheter des certificats en masse à l'extérieur, vont s'appuyer sur leur propre AC qu'ils vont légitimer. Et donc cet AC, ça va pouvoir être des badges, par exemple, des certificats qui sont sur des badges d'accès, qui vont permettre d'accéder à des infrastructures. On peut en avoir dans le cadre de PCI DSS, parce que dans le cadre bancaire, PCI DSS, on est obligé d'avoir certains accès qui sont tracés avec des certificats. Donc, on s'entend que c'est des choses qu'on ne peut pas perdre. Et puis, le coût à mettre en place est extrêmement important, tant au niveau logiciel qu'au niveau humain, parce que il faut réunir des personnes, il faut faire des cérémonies, il faut avoir des espaces de stockage pour ses secrets. Enfin, voilà, on est obligé d'avoir des processus tout à fait solides qui vont permettre de légitimer tout ça. Ensuite, quand on regarde ce qui se passe pendant la key ceremony, il y a des tas de commandes qui sont passées, dépendamment du matériel qu'on va choisir. On peut être sur du Timaco, Atos, Securosys, Thales, peu importe, mais en tous les cas, il y a des opérations techniques qui vont être faites, comme la création d'un certificat Racine, ça va être sur du X509, et puis la création d'un autre certificat qui va être une autorité de certification intermédiaire, qui va être signé par ce certificat Racine qui est dans un premier HSM. Donc on a toute une logique technique qui va être faite par l'opérateur et qui va être vérifiée par les porteurs de clés. Oui, que chaque étape est là. Puis on revient toujours, puis ça, tu parlais de ne pas perdre. Quand on le perd, c'est une chose, mais on perd le contrôle aussi du certificat Racine est très problématique parce que tous les certificats qui sont générés à partir de ce certificat Racine-là sont techniquement invalides puisqu'ils ont été, on pu les considérer comme étant compromis d'une façon ou d'une autre, puisque la chaîne descend et là, ça devient très, très grave. Surtout comme tu mentionnais que dans les grands groupes où on va utiliser cette racine-là pour un usage assez massif sur plusieurs aspects, là, notamment les badges, c'est que si toute notre chaîne de confiance vient de s'effondrer, elle prend plusieurs centaines de milliers de certificats, si on ne parle pas de millions de certificats en cours de saison, les dommages aussi de la perte ou de la perte de contrôle ou de la divulgation non autorisée de la racine peut être assez massive. Non, clairement. Et puis même quand on parle des certificats internes, mais on peut parler aussi des certificats externes. S'il y a une perte de confiance par rapport à une entreprise qui a livré des certificats à l'extérieur, l'impact il est assez grand. On peut voir Chrome ou n'importe quel navigateur en fait invalider la chaîne de confiance. Et puis derrière, c'est tous les clients qui ont souscrit des certificats chez ce fournisseur qui ont des pop-up et qui ne sont plus trustés et qui doivent faire des opérations en urgence pour pouvoir renouveler leur certificat. Donc il y a une vraie légitimité à se dire ok, j'ai mon AC root, je la protège comme il faut et j'ai tous les éléments de preuve pour que la confiance soit maintenue. On a aujourd'hui tous des certificats pour aller signer, je sais pas, un compromis de vente ou nos impôts en ligne ou des tas d'opérations. On veut que notre identité qui a été entre guillemets trustée par une entité tierce, on veut qu'elle soit garantie. On peut pas se permettre de perdre cette identité-là parce que aujourd'hui on a notre numéro de NAS, il est important, on est suivi, il est relié à ces identités numériques. Il faut qu'on puisse conserver notre identité, voilà, tout simplement. Oui, puis c'est bien que tu mentionnes ça parce que c'est une des facettes de ces PKI-là, c'est de justement fournir des structures pour de l'identité numérique aussi. Donc, c'est vraiment multifacette ce qu'on a. Puis, si on est capable de voler une identité en ayant accès à ces informations-là, ça peut devenir assez dramatique. On parle de cas. Je sais qu'en France, on a déployé ces France Connect et au Québec, on est en train de regarder pour déployer des choses de cette nature-là, des structures d'identité numérique. Si on vient chambranler la structure juste en ayant accès ou en perdant confiance avec le certificat Racine, on a de sérieux problèmes devant nous. Là.
Non, clairement, puis c'est des services vraiment critiques. Hein. Quand on entend là le gouvernement au Québec qui essaye de mettre en place des connexions pour les impôts, pour la santé, pour tous ces services critiques, en France c'est déjà en place. Il y a des tiers qui ont été identifiés. C'est des contraintes assez importantes en termes de gestion, mais tant mieux pour les citoyens parce qu'aujourd'hui on a quand même plus trop la capacité à tout faire par papier, à avoir des traitements manuels après derrière. Et donc tout ça nécessite que la confiance puisse être maintenue de la création d'une identité racine à l'utilisation de l'identité des citoyens. Donc c'est un peu ça au niveau des certificats. Un autre challenge qu'il y a par rapport à l'utilisation des HSM, c'est l'info nuagique. Concrètement, là, je sais pas si toi t'as croisé cette problématique. Moi, je le vis aujourd'hui quasiment au quotidien, mais je pense que c'est un vrai sujet parce qu'on parle de matériel physique à la base quand on parle de HSM. Il y a des HSM virtuels qui existent, ok, mais est-ce que toi t'as eu ce type de besoin, Nicolas Loïc? J'ai un dossier qui a roulé mais qui n'a pas abouti de cette nature-là, oui. Justement sur la possession des clés. Mais encore là, puis là, tu as soulevé le point sur les HSM virtuels. J'ai un énorme malaise à l'usage de ces technologies-là, puisque pour moi, elles ne représentent pas l'espace de confiance qu'un vrai HSM va représenter. Parce qu'il est quand même, tu le mentionnais, c'est une boîte physique qui détecte le tilt notamment, ou même si on essaie de l'ouvrir, elle va littéralement brûler au complet parce qu'elle ne fonctionnera plus et elle va détruire ses clés fondamentales et ainsi de suite. Moi, j'ai cette notion de confiance-là. Quand on m'arrive, ouais, je peux avoir un HSM dans le nuage, je vais être comme, ouais, non. J'ai un énorme malaise, mais bref, je veux plus aller sur ce genre de choses-là, puis la complexité, puis pour l'avoir vu, le design seulement, c'est d'avoir, disons, notamment en cloud, d'avoir un HSM physique local dans mon infrastructure qui est connecté sur le fournisseur d'infonuagique pour que ce ne soit pas ses clés à lui qui soient utilisées, mais ce soit des clés à moi qui soient utilisées à travers mon HSM. Mais j'étais juste au design, malheureusement. J'aurais mis ça jusqu'à l'implantation. C'est super problématique actuelle en fait parce que avec toutes les applications SaaS qu'on peut consommer via nos souscriptions sur Azure, sur AWS, sur GCP, aujourd'hui en fait les fournisseurs d'applications SaaS n'ont pas tous pensé à comment faire en sorte que mon client puisse rester maître de ses secrets. Donc il y a des mécanismes de chiffrement qui ont été pensés, mais le mécanisme de bring your own key typiquement, il n'est pas naturel chez ces fournisseurs de solutions parce que ils estiment qu'ils font déjà suffisamment bien les choses de chiffrer, etc. Aujourd'hui, quand on travaille dans un groupe qui a des conformités à respecter, un HSM à la fin, quand on l'utilise plus, on doit détruire la carte cryptographique. C'est clair parce que le HSM il a été démarré, je sais pas, depuis 10 ans par exemple, parce que ça a quand même une durée de vie assez intéressante. La clé, il y en avait pas 50 dedans, c'était la clé route. Elle a été chargée en mémoire pendant 10 ans, et elle est écrite dans la mémoire. On la voit. C'est-à-dire que même dans le composant physiquement, on va pouvoir être capable d'avoir une partie de la clé, voire toute la clé. Donc pour éviter ça, là, les bonnes pratiques et surtout les recommandations des organismes type PCI DSS, ça va être d'aller jusqu'à une destruction physique de la carte crypto, pourquoi pas du processeur aussi. Et donc on s'imagine bien que en prenant un HSM managé chez Azure, ça va être compliqué de rentrer dans le data center de Microsoft pour aller récupérer le HSM et puis avoir une preuve de destruction. On parle même pas des HSM qui vont être mutualisés, où là, clairement, on a un enjeu de se dire, j'utilise le même HSM qu'un autre client. Ok, il y a des mécanismes de séparation, on a des domaines cryptographiques différents, etc. Mais en termes de régulation, on a quand même un vrai problème de conception sur ce matériel-là. Mais voilà, on a des processus qui permettent de garder cette confiance. Qui sont altérés quand on imagine un HSM virtuel dans un espace info nuagique. Après tout n'est pas noir, hein. Il y a quand même des pistes d'utilisation des HSM. Comme je le disais en introduction, en fait, moi quand je suis rentré dans ce monde-là, il y avait une clé par HSM grosso modo, ou un set de clés pour une application
par HSM. On avait une flotte qui faisait 5-10 HSM pour justifier la redondance. Et puis, les fournisseurs sont quand même modernisés. Ils ont intégré une notion de partition dans les HSM, ce qui est quand même un gros atout. Ça évite de multiplier le matériel et puis de multiplier l'espace de consommation en data center, sans parler des problématiques, je dirais RSE, en termes de respect de l'environnement. On a la capacité à avoir des domaines étanches au sein d'un HSM par ce mécanisme de partition et pouvoir stocker des clés de différentes applications dans un HSM. C'est là qu'on a commencé à parler de HSM as a service, donc de HSM mutualisé. Mais à la base, quand même, on était dans un scope qui restait dans une seule firme, qui avait les clés maîtres entre guillemets de ce HSM et qui avait la gestion de ces équipements. Donc, techniquement, l'évolution naturelle, c'est de se dire, ok, cette technologie existe on-prime. Les fournisseurs de cloud se disent, ok, on est capable de faire la même chose et puis d'avoir plusieurs clients différents à brancher dessus. Il existe quand même des moyens d'avoir une infrastructure plutôt intéressante dans l'info nuagique. On est capable aujourd'hui d'avoir des KMS, donc des gestionnaires de clés dans l'info nuagique qui peuvent être reliés à nos propres HSM on-prime. Ça fait pas tout. Ça nécessite quand même une architecture qui est solide derrière, mais malgré tout, ça nous permet quand même de rester dans un environnement où nos clés sont quand même là dynamiquement. Elles sont accessibles par les applications quand on construit un pipeline chez un CSP, on est capable d'accéder à ces clés via le KMS, mais elles ont été signées et trustées par notre environnement on-prime. Et ça, c'est quand même une alternative qui est intéressante. Ça marche pas pour tous les services SaaS parce qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir aller popper entre guillemets chez le fournisseur un KMS directement dans son tenant cloud. Mais pourquoi pas en fait finalement avoir un intermédiaire où on arrive à avoir une chaîne de confiance entre notre HSM et puis un KMS qui vient lui faire le chiffrement chez le fournisseur SaaS. Je sais pas si c'est des solutions alternatives là qu'on commence à voir. Je sais pas si tu les vois de ton côté. Pas encore. La plupart des clients que j'ai ne s'intéressent pas encore à ce niveau-là. Le plus loin j'étais allé, c'est de designer, comme je mentionné, d'avoir le Bring Your Own Key dans un SaaS. Mais c'est à peu près le plus loin où j'étais, justement, où on héberge. Puis encore là, il y a des limitations assez importantes parce que, comme tu le dis, les fournisseurs ont généralement pas réfléchi dans ce sens-là puisqu'ils présument que leur structure à eux autres est suffisante et aux normes, justement, pour protéger l'information qu'on divulgue. Mais puis là, parce que toi, tu arrives du monde bancaire, le norme normé est très normé, donc dans ce contexte-là, c'est plus difficile d'établir ce genre de choses-là, d'établir justement ce lien de confiance-là, de fermer les yeux sur ce que l'opérateur va effectuer, donc pour effectivement ramener un certain nombre d'informations sous le contrôle exclusif de l'institution bancaire notamment, mais aussi dans certains gros environnements où on a besoin de ce degré de protection-là, de confiance, parce qu'on revient toujours à une notion de confiance. Est-ce que j'ai confiance que ma clé maître est bien protégée dans un HSM chez le fournisseur? On peut toujours avoir des doutes, puis c'est pas toujours bien démontré à quel point, ou là, le degré de transparence est peut-être pas toujours à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir pour avoir cette certitude-là. C'est clair. Et puis ce qu'on vit de compliqué quand même, c'est généralement les solutions, elles font du sens. Je veux dire, on est dans des solutions d'automatisation. Il y a quand même des belles solutions en ligne. On pense à Splunk pour la gestion des logs, pour plein de choses. Typiquement, aujourd'hui, ces solutions, on les achète dans les grands groupes parce qu'on a un vrai besoin derrière. Et puis la question de comment les données qui sont à l'intérieur sont protégées. La première passe, le chef de projet, généralement, il n'a pas cette notion d'aller vérifier ce qui se passe en crypto, etc. Il va dire ok, c'est chiffré, il va prendre pour argent comptant. Sauf que voilà, en termes, quand on doit répondre à une conformité derrière, c'est chiffré, il suffit pas. Et aujourd'hui, en fait, dans les groupes, on voit arriver des applications qui ne sont pas conformes par rapport à tous les standards qui ont pu être écrits. Et comment on fait rentrer cette application dans une utilisation normée sans générer des risques supplémentaires, et comment on vient intégrer ces mécanismes de Bring Your Own Key dans les chaînes pour garder notre flexibilité. On en a besoin de toutes ces applications modernes. On ne va pas continuer à tourner sur des applications anciennes, mais
Ok, il faut le faire intelligemment et puis il faut accepter que le niveau entre guillemets de sécurité baisse un peu. On se cache pas, quand on fait du bring your own key, à un moment on va devoir déposer notre clé ou mettre à disposition quelque chose chez quelqu'un d'autre. Euh, et on maîtrise plus toute la chaîne. Malgré tout, c'est un minimum quand même vital pour pouvoir répondre aux conformités et puis garder la confiance de nos clients. En fait, on peut pas se permettre de livrer en fait toutes nos données à l'extérieur sans avoir de mécanisme. J'ai croisé il y a peu de temps une solution de backup qui pour backuper des VM nécessitait de déchiffrer la VM pour pouvoir la backuper à l'extérieur. Ok, c'est cool, c'est super bien, mais si on s'impose de chiffrer certaines VM, certains disques à l'interne, pourquoi on irait les livrer déchiffrés à l'extérieur? On brise le chemin, puis ça c'est très particulier, puis à bien des égards, parce que quand on tombe dans une conformité simple, tu parles de disques chiffrés ou d'informations chiffrées, généralement, on va dire les data, les grands clandins, on va dire mes données sont chiffrées sur disque. C'est parfait, mais à un moment donné, il faut qu'il soit existe. Là, c'est là où on aborde toute la notion de secure compute, ces éléments-là. Comment ça vit? Parce que, comme tu dis, la confiance, oui. Bring your own key, oui. Mais à un moment donné, il faut que l'information monte en mémoire, donc soit déchiffrée d'une façon ou d'une autre, ou elle a des états entre les deux qui se trouvent à être déchiffrés. Là, tu fais une backup, je trouve ça complètement farfelu d'exiger ce genre de déchiffrer l'information parce que ça vient défaire la chaîne de confiance qu'on a établie. Surtout que si on doit s'y prétendre, puis là, je ne sais pas dans ce contexte-là, si ils déchiffrent puis ils rechiffrent, ben, on se retrouve dans une zone intermédiaire qui est non conforme à bien des égards et qu'on même si on recherche de l'autre côté, il y a comme un espace-temps. Et là, encore, puis ça, je trouve très drôle, je faisais le clin d'œil. Il dit, oui, non, mais c'est une fraction de seconde. Oui, mais en TI, une fraction de seconde, c'est une éternité, là. Tu peux pas dire, oh non, mais c'est juste parce que je cligne des yeux. Oui, mais c'est comme essayer de couper l'électricité quand tu regardes sur le oscilloscope. Non, tu peux pas. C'est trop vite pour toi, oublie ça. Non, clairement, c'est toujours l'excuse. Quel est le temps où le transchiffrement va se faire là? Il y a un moment quand même où la donnée est en clair. Hein. De toute façon, on peut pas chiffrer et déchiffrer instantanément là. Et oui, en effet, il faut être là au bon moment, au bon endroit pour récupérer tout ça. Mais à un moment donné, voilà. Donc en gros, tout ça, tout cet équipement en fait est aussi lié quand même à la gestion des risques. Et le fait de rajouter du risque à pas vouloir l'utiliser entre guillemets, c'est quand même assez dommage. Tout le monde ne peut pas se payer un HSM, il faut être clair. Hein, quand on est une PME, là on vient de dire oui, c'est compliqué d'aller utiliser du HSM mutualisé. Ok, mais c'est quand même mieux que de ne pas en utiliser quand il y a un réel besoin derrière. Oui, c'est cher. Ok, c'est cher, mais est-ce que j'en ai vraiment le besoin? Pas foncièrement. On est sur cette gestion de risque et cette notion de risque là qui sont abordées, je pense, dans beaucoup de des balados que tu diffuses là. Mais concrètement, si on rajoute du risque à vouloir introduire ces types de technologies parce que on n'est pas capable soit de les gérer, soit de les opérer, etc. Bah, des fois, il vaut mieux utiliser des technologies beaucoup plus simples. Aujourd'hui, on a du Let's Encrypt qui existe pour pouvoir émettre des certificats, pour pouvoir les renouveler. Ça convient à pas mal d'entreprises. On n'est pas obligé d'avoir que des certificats premium pour avoir. J'ai toujours cette image avant là dans les années passées là où on avait besoin de la barre verte parce qu'on était en certificat premium là. Ok, c'est cool, mais je pense que les citoyens lambda qui utilisent des services derrière ne portent même pas attention au fait que la barre soit verte. Donc, il y a toujours cette notion de, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette technologie-là? Est-ce que ça couvre un risque? Est-ce que ça sert à quelque chose de le mettre en place? Et puis, la sécurité, ça se construit tous les jours hein, en termes itératifs. Voilà, on n'a pas besoin foncièrement quand on est petit d'avoir un HSM à la maison ou même en data center. On peut se permettre d'utiliser d'autres mécanismes beaucoup moins coûteux et qui vont quand même garantir la confiance. Oui, absolument. Puis ça revient toujours à une gestion de risque, comment on définit puis l'analyse. Puis ça, il faut être clair. Puis aussi, il faut définir la ligne, la chaîne de confiance qu'on veut établir. Puis c'est ça où le HSM vient s'inscrire. Comment on inscrit cette chaîne de confiance-là, puis comment elle se matérialise. On a parlé beaucoup plus de la confiance. Il y a de l'opérationnalisation aussi énormément à faire avec le HSM. C'est pas simple. Tu parlais de processus. Il y a aussi des processus opérationnels parce qu'on n'installe pas ça en dessous d'une table, puis on est content, puis on a fini là. Il y a beaucoup de maintenance-ish à faire autour de ça pour vivre, puis que ça serve et que ça arrive à ses objectifs aussi.
Ouais, généralement c'est quand même des équipes assez importantes parce que au-delà des opérateurs qui doivent écrire des procédures et vérifier les différents hash des applicatifs, etc., des clés qui vont être mises dedans, un opérateur généralement il opère pas seul. Il est toujours sous contrôle de quelqu'un d'autre. Donc, euh, il est ce qu'on va appeler porteur, soit opérateur, soit porteur de secret. Ce porteur de secret, bah, il n'est pas dans l'organisation pendant 50 ans non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il quand il s'en va? euh, je pense là aux technologies qui sont liées à des dongles là, qui permettent d'opérer là. Si on prend Thales ou d'autres technologies comme ça, si le dongle marche pas, qu'est-ce qui se passe? Ok, il est en fin de vie, il démarre pas, ma part de secret, elle est pas accessible. Donc il faut gérer aussi des backups de ces dongles. Quand ils sont passifs et qu'ils sont sur un site distant, bah il faut avoir de quoi les tester aussi régulièrement. Se dire ok, je vais passer sur le site de backup, récupérer mon dongle et puis je vais en faire un échange pour pouvoir voir s'il marche. Il y a beaucoup d'opérations derrière. Généralement, il y a quand même dans ces équipes là qui font des key cérémonies une personne qui est euh, peut-être pas temps plein, mais qui va gérer aussi la présence des différents acteurs, parce qu'il faut synchroniser tout le monde. Généralement, quand on est témoin d'une key cérémonie, bah ça fait pas partie de notre fiche de poste. C'est plutôt quelque chose qu'on va prendre en débordement, et puis au départ par curiosité, puis après ça va nous coller à la peau pendant toute notre carrière, voire après. Mais pour le coup, voilà, il y a toute une organisation humaine à mettre en place pour être sûr que le jour J ça se passe, parce que sinon, bah, on recommence. Hein, clairement, et puis le service n'est pas livré, et généralement, bah, comme je le dis, comme on se le dit depuis le début, c'est pas des services de base qui ont besoin de ce type de technologie, c'est des services où on va démarrer, je sais pas, le virement instantané, et typiquement, il a besoin d'être robuste. Et il doit marcher. Et puis si on a donné une date, on s'est engagé dans la presse en disant bah, le virement instantané, on est quelques années en arrière, il doit marcher à telle date, bah, il faut que la key cérémonie elle fonctionne. Parce que sinon c'est tout le domaine, toutes les agences qui vont en souffrir. Oui, absolument. Puis de là, ensuite, une fois que le HSM est en place, comment il est utilisé par l'organisation techniquement là, sur le terrain? Comment ça se matérialise? Là, du fait que tu l'opères et tu lui donnes beaucoup d'amour, il faut que ça s'inscrive dans une utilisation. Ouais, alors il y a plusieurs moyens d'utiliser. Hein. C'est quand même un peu modernisé. Avant, il fallait aller en ligne de commande, aller taper des commandes sur le HSM directement, des commandes qui sont bien principalement fournisseurs, hein, avec une grosse empreinte du fournisseur. Donc techniquement, en fait, un HSM, c'est assez simple à auditer. Il y a des rôles auditeurs dessus qu'il faut démarrer. Et puis, il y a des logs qui sont consultables par un rôle auditeur. À côté de ça, il y a quand même moyen d'aller attraper des logs de consommation parce que, bah, mine de rien, on parle d'opérations cryptographiques. Même si on n'a qu'une clé, on peut faire plusieurs millions d'appels à cette clé dans la même minute. Donc, s'assurer que, bah, derrière, on n'est pas en surconsommation et que quand on a par exemple deux applications qui sont branchées dessus sur deux partitions différentes, bah une n'écroule pas l'autre. Si on prend le cas du DLP par exemple, on peut avoir un nombre d'appels assez incroyable euh, sur certains moments. Et puis si en face on a un service qui est un peu moins consommateur mais qui a quand même besoin de ressources, il faut pouvoir s'en rendre compte. Malgré tout, toutes ces technologies sont aussi modernisées, donc on est capable de répartir, de load balancer la charge sur ces équipements-là. Et donc, on a des équipes qui vont regarder les logs de consommation. Et puis, au-delà de tout ça, on va aussi aller regarder les connexions qui vont être illégitimes dessus, les tentatives de connexion. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on essaye de se connecter sur un HSM, si on rate 10 fois, généralement, quand on est sur une norme FIPS, eh ben, tout s'efface à l'intérieur. Donc, tout ce qui était à l'intérieur, si on n'a pas de backup, tout ça est perdu. Donc, on a quand même un mécanisme qui doit permettre que n'importe qui ne puisse pas se connecter dessus. Hein. Clairement, en termes de zone réseau, on met pas ça en mode tiens, API public, vas-y, accède dessus. Et puis, on a 10 essais de connexion avec un compte admin et pouf, ça brouille tout. Donc, oui, il y a en fait, c'est quand même un équipement où il n'y a pas énormément d'opérations à faire en termes de maintenance. C'est plutôt rassurant parce que une fois qu'il est démarré, il est quand même assez stable. Malgré tout, avec l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, où on va pas juste signer un certificat toutes les 15-5 minutes, toutes les 10 minutes, où on va pas les renouveler, etc. On peut avoir quand même des opérations cryptographiques avec un nombre d'opérations assez élevé, et on doit monitorer tout ça pour être sûr qu'on a accès
accès à nos HSM quand on en a besoin. Il y a des technologies là, des fournisseurs qui permettent d'avoir des command centers pour manager ça à distance. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est quand même une belle évolution. Au départ, c'était juste pour les opérations de base. Donc je veux créer une clé, supprimer une clé. Maintenant, on est capable d'avoir des métriques et d'opérer tout ça à distance. Donc ça se modernise quand même, mais ça reste quand même vraiment très particulier en termes d'opération, en termes de langage. On s'entend que les HSM de Secure 6 ne fonctionnent pas du tout de la même façon que ceux de Thales. Quand on doit faire un backup restore sur l'un, il faut aller physiquement récupérer une clé de wrap alors que l'autre est capable de le faire à distance. Il y a des équipements qui sont différents. Donc il y a un vrai savoir-faire derrière. Et puis quand on connaît une technologie, qu'on connaît les concepts, ça veut pas dire qu'on va savoir tout opérer. Malgré tout, il y a quand même des concepts qui restent assez importants, comme tu me disais, la politique de certification qui vient légitimer la hiérarchie des AC, la hiérarchie des clés à l'intérieur. Voilà, il y a cette partie-là qui est importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le rôle audit est vraiment très important parce que les conformités vont s'appuyer sur ce rôle audit, vont devoir aller vérifier que la clé n'a pas été altérée, qu'est-ce qu'elle a signé, pourquoi, est-ce que les clients qui ont accédé à cette clé étaient légitimes. Donc il y a toute cette partie conformité qui est vraiment très importante en termes d'opération. Oui, c'est très, très complet. Puis juste parce que je vais faire un clin d'œil parce qu'on va terminer là-dessus. En tout cas, parce que c'est un tour d'horizon, puis on creusera dans des volets spécifiques. Et posez vos questions. Si vous avez des questions spécifiques, on va faire plaisir de creuser. Le clin d'œil, c'est que toute la structure chez Apple, toute la protection des données qui prétendent puis qui clament publiquement est basée sur ce genre de structure-là, très complexes, qui ont mécanisé à un niveau complètement fou. Et c'est très intéressant de voir parce que c'est probablement l'infrastructure au plus grand public, qui est dans le fond le contact qu'on a quotidiennement avec les propriétaires de produits Apple. Avec un HSM, on a un contact avec ça régulier et c'est ce qui permet tout le fonctionnement de cette technologie-là et tous ces éléments-là. Donc, on ferme avec ça, peut-être un peu abruptement, mais c'est quand même le but, c'est un tour d'horizon de cette technologie-là parce qu'elle est fondamentale à notre vie. Et je te remercie énormément d'avoir partagé ces informations-là avec nous et j'attends des questions justement pour aller creuser parce qu'il y a des axes qui sont très intéressants et qu'on a malheureusement que survolé très rapidement sur cette technologie-là. Eh ben écoute, ce sera un vrai plaisir de pouvoir les approfondir sur une prochaine session. Merci également à toi, là. C'était un vrai plaisir de parler de tout ça. Et puis merci à tous en tout cas.